Bonjour à tous, bienvenue dans Finance sans filtre, le podcast où l'on parle patrimoine sans jargon. Aujourd'hui, on est avec Virginie, qui est notaire. Bonjour Virginie. Bonjour Clément. Aujourd'hui, on va aborder des sujets aussi concrets qu'essentiels, notamment la transmission. Et du coup, Virginie est notaire à la fois dans le 77 à Coubert, également sur Paris. Je vais te laisser te présenter, mais c'est assez drôle parce qu'on est quasi voisins, on va dire, parce que Coubert est proche de Lésigny. Et on a tous les deux une antenne sur Paris, donc c'est assez drôle. Mais je te laisse te présenter, Virginie. Virginie Tendron, je suis maintenant notaire depuis une vingtaine d'années. Je suis arrivée en Seine-et-Marne, comme tu le disais il y a quelques instants Clément, à Coubert il y a 15 ans et on a repris également une étude à Paris. Donc on est 4 notaires. On a Mmh. une quinzaine de collaborateurs qui gravitent autour de nous. Et puis, je suis, malgré le temps qui passe, ravie de continuer à accompagner, les clients et puis avoir des Mmh. relations avec des partenaires comme la relation que j'ai avec toi Clément. Parce que quand il y a une confiance, à l'égard des clients et des partenaires, c'est vrai que tout le monde travaille Mmh. mieux, en effet. Ouais, c'est un vrai plaisir que tu te prêtes «au jeu» entre guillemets de ce podcast et voilà, je trouve que c'est une chance. Merci de prendre de ton temps en tout cas pour venir Mmh, heu, sur la plaisir. chaîne. Et ouais, et du coup, c'est des sujets hyper importants, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Et en fait, ça peut nous arriver à tous, à différents moments de vie. Et voilà, on se retrouve à devoir passer par des notaires parce que c'est encadré juridiquement. Et notamment, alors, c'est pas seulement pour signer des achats immobiliers, mais il y a une palette beaucoup plus large en fait que pour ton accompagnement, ce que tu fais auprès de tes Oui, clients. oui, on est une note assez, généraliste avec, 3 types d'activités. Évidemment, l'immobilier, que tout le monde a en tête. Le droit de la famille, c'est une activité, à la fois en termes de temps et de chiffre d'affaires études qui est équivalent à l'immobilier. Ça regroupe, tout ce qui est, règlement, successoral dont on va parler, donation dont on va parler, puis après, il y a toutes les séparations. Les divorces, Mmh. les Pacs, tous les contrats de mariage, 2e, 3 activité pardon, tout ce qui gravite autour des sociétés. Statut de société, cession de parts sociales, notamment. Et nous, la spécialité qu'on a avec, mon associée, Fanny Pobel-Dubois, donc c'est celle qui est à Paris, c'est qu'on est aussi spécialisé dans le patrimoine professionnel, donc les conseils autour du chef d'entreprise. Je suis également, présidente j'en profite, du Cercle des experts indépendants, qui, regroupe, des professions libérales et réglementées autour du chef d'entreprise, dans ce cadre-là. C'est top, ça me paraît hyper large, hein. C'est très riche, c'est pour ça qu'on ne Mmh. s'ennuie. J'imagine, ouais. Donc toi, tu es plutôt sur, la Seine-et-Marne, c'est ça? Enfin, comment sont répartis les clients, entre Paris, 77 et C'est la même structure, la même société qui s'appelle Pluriel Notaire et Associés, mais qui exerce sur, 2 sites. Donc Fanny Pobel-Dubois qui est notaire à Paris et puis donc moi-même avec 2 autres, notaires qui sommes, à Coubert. Donc comme tu le disais, on est voisins, on habite tous les 2 à Lésigny, c'est vraiment juste à côté de Lésigny. Moi, j'habite à Lésigny depuis une quinzaine d'années, aussi. La plupart de nos collaborateurs sont plutôt à Coubert, mais il y en a également, à Paris, mais ça reste une seule et même société. mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est assez drôle ce nom, je je reviens dessus, mais du coup, oui, je collabore pour Épargne Pluriel et on a déjà ce point en commun. Et Ouais. et du coup, c'est on peut dire une antenne aussi, hein, mais le cabinet sur Paris, le cabinet SIF, conseiller en investissement financier. Et hem et effectivement, on est tous les deux de Lésigny, quasi voisins, et je trouve ça super chouette d'avoir ce côté de proximité. Et je sais qu'on aura, j'espère, beaucoup de gens de Lésigny qui nous écouteront, donc on les salue au passage. Et Mmh. effectivement,
Le cabinet est vraiment pas loin. Hem, alors est-ce que, tu veux nous parler dans un premier temps, des donations en fait? Typiquement les comment ça se passe? Mmh. Oui, bah, évidemment, c'est un sujet, principal pour lequel on est souvent sollicité. Avant peut-être de parler de donations, pourquoi faire des donations? Bah, pour optimiser les droits, sur les successions. Donc ce qu'on appelle les droits de succession, c'est l'impôt, que les héritiers payent, au décès d'une personne. Alors qui paye? Pas le conjoint. Le conjoint est exonéré maintenant depuis plusieurs années. Ce Dans une famille classique, ce sont les enfants qui payent les droits de succession. Ils doivent les payer dans un délai de 6 mois. Ouais. Et 6 mois, bah, c'est très court, entre le décès, la période de deuil et puis tout le travail, administratif. Mmh. Lorsque les montants sont importants ou, lorsqu'il n'y a absolument aucune liquidité dans la succession, le fait de devoir, payer dans ce timing, peut être, parfois, bah, très problématique, hein, très embêtant, pour, les héritiers. Donc si à l'avance, les parents, ont préparé, leur succession à travers notamment, les donations, il y a d'autres outils, il y a l'assurance vie aussi dont on parlera dans quelques instants. Si ce travail préparatoire a été fait, bah, ça permet de limiter, voire supprimer l'impôt sur les successions le moment venu et de ne pas devoir vendre à la va-vite, par exemple, des biens immobiliers pour payer l'impôt. Parce que le Trésor public n'accorde pas de délai ou alors il accorde des délais, mais dans des conditions très, très, très particulières. Et du coup, pour donner un ordre d'idée, alors tu as un barème, hein, je sais sur les successions, mais tu vois en moyenne, je sais pas sur un bien immobilier, tu vois souvent enfin, il y a beaucoup de propriétaires en France, ils ont leur résidence principale. Tu sais combien sur une résidence principale, ça La plupart, la grosse partie du patrimoine des Français, est sur un taux d'imposition au titre des droits de succession de 20%. OK, ouais 20 ouais. Quand le patrimoine global, hein, est inférieur à 1 million, on est sur un taux d'imposition de 20%. Alors attention, dans le patrimoine, il n'y a pas que le patrimoine immobilier. Il y a le patrimoine aussi, financier, la voiture, aussi compte, les meubles comptent. Il y a simplement l'assurance vie qui, dans certaines conditions, est exonérée, d'impôt. Sinon, vraiment, tout compte. Ouais, donc en fait, c'est ce que tu disais, mais sur des patrimoines illiquides, donc du coup, qu'avec de l'immobilier, Mmh, ouais, tu peux vite te retrouver avec des sommes, mmh, heu, assez conséquentes à devoir payer, dans un délai court et on sait très bien que l'immobilier, bah, ça se vend pas du jour au lendemain bien sûr. et Puis je pense que ouais, et par ailleurs, l'immobilier ne se vend pas forcément du jour au lendemain, comme tu dis, compte tenu, bah, de la conjoncture, parce que quand on est dans une ouais, bonne conjoncture, ça va, mais quand on est dans une moins bonne comme en ce moment, bah, c'est plus problématique. Et puis de toute façon, en général, il est jamais bon, bonne conjoncture ou pas, de vendre, tenter de vendre mmh, très rapidement parce que ça laisse prise à des négociations possibles. Donc si le règlement de la succession peut se faire de manière la plus sereine, hem, mieux c'est, évidemment. Ça, c'est pour, la partie succession. Pour, ensuite, mettre en valeur, bah, l'outil d'optimisation par excellence qui est, la donation. Alors comment on parle tout de suite d'optimisation? Ben, on va parler de fiscalité. Mais après j'irai peut-être un petit peu, quelques mots aussi sur le mécanisme juridique, des donations si tu le veux bien, Clément. ouais, avec plaisir. Concernant, la fiscalité, de l'impôt sur les donations, pourquoi est-ce que c'est positif? Parce qu'il y a finalement 2 leviers. Le premier, c'est le fait de donner uniquement la nue propriété d'un bien et de s'en réserver, l'usufruit. Alors pourquoi? Parce que, on ne donne pas tout, on ne donne que la nue propriété, qui est estimée en fonction d'un barème fiscal et qui dépend de l'âge de celui qui donne. Donc par exemple, les parents ont 60 ans, la nue propriété qu'ils donnent vaut 50 de la valeur du bien.
Ils se réservent, eux, qui vaut, bah, les 50 autres, pourcents. Au décès, du dernier des parents, les enfants deviennent propriétaires à 100 sans payer aucun impôt. Donc le fait de faire la donation de la nue propriété sort totalement le bien du patrimoine, successoral, commande du règlement des successions. On n'en parle même pas. Alors, tu as remarqué peut-être, je ne parle pas nécessairement de biens immobiliers, parce que la donation en démembrement de propriété peut porter aussi sur d'autres biens, sur des parts de SCPI par exemple, sur Ouais. des contrats de capitalisation. Le démembrement de propriété fonctionne très bien. Oui, c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup finalement, mais ouais, il y a pas que l'immobilier qu'on peut démembrer. C'est vrai que c'est finalement un peu un mécanisme, juridique fiscal, mais assez enfin, hyper intéressant et du coup, si je comprends bien, c'est plus on le fait tôt, finalement, plus, il y a des avantages Mmh, et alors je mélange peut-être, mais est-ce que ça rejoint les 100 000 ouais. €, Alors en fait voilà, par enfant tous les 15 ans ou pas? Enfin, oui, donc comme je disais, le premier levier, c'est le fait de donner la nue propriété, de se réserver du fouet. Le deuxième levier, bah, c'est l'utilisation des abattements. d'accord, ça c'est un deuxième levier qu'on peut utiliser, d'accord. Donc actuellement, chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € de la part de chacun de ses parents et cet abattement se renouvelle tous les 15 ans. Donc plus vous donnez, tôt, plus on donne, bah, j'allais dire fréquemment, moins les enfants paieront en effet, à la fin. Donc un abattement, je leur précise quand même, c'est une somme en dessous de laquelle il n'y a aucun, impôt, à payer. Par exemple, une famille classique, hein, 2 parents, 2 enfants, il y a 400 000 € qui sont totalement défiscalisés, tous les 15 ans. Il existe aussi des abattements à l'égard des petits-enfants. Il faut y penser. Hem, 31 865 € que les grands-parents peuvent donner à chacun de leurs enfants. Cet abattement vaut également, entre parents et enfants, à condition que les parents aient moins de 80 ans et que les enfants soient, majeurs. Oui, ouais, non, ça peut être, hyper intéressant aussi. Par rapport aux 100 000 € par parent, par enfant et c'est vrai que c'est assez conséquent, mais du coup sur des en fait, concrètement, c'est quoi la mécanique que ce soit des biens, liquides ou immobiliers? Tu vois, comment ça se met en place? Ouais. Alors, peut-être partir sur un petit exemple. Ouais, super. Donc je vous donne un petit exemple. Chez madame ont 60 ans. Ils ont, un fils, une maison de 600 000 €. S'ils ne font pas de donation, la maison se retrouve dans leur patrimoine avec une fiscalité pour le fils de 40 000 €, à chacune des successions, donc 80 000 € en tout. Si on passe par une, donation, ils vont donner la nue propriété qui vaut, compte tenu de leur âge, 50 de la valeur du bien, donc 300 000 €. Ils sont donc 2 à donner. Monsieur, madame, ils donnent 150 000 €, l'équivalent en tout cas de 150 000 € chacun, donc à leur fils. On applique, l'abattement de 100 000 €, donc il y a une taxation sur la différence sur, 50 000 €. Et là, il y a le taux d'imposition de 20 qui va s'appliquer. Alors, il y a un barème progressif donc que j'ai appliqué, avec un coût global de l'impôt de 16 400 €. 16 400 à comparer avec, les 80 Les 000 €, donc 80. il y a, plus de 60 000 € d'économie d'impôt. Donc Ouais, c'est presque de la c'est un magie. ouais, puis il faut vraiment en avoir conscience parce qu'effectivement, c'est des vraies optimisations, et en fait, c'est comme si tu payais des droits, mais sur une valeur, de côté finalement et surtout, Ouais, tu refais derrière tourner complètement.
tes abattements, ouais, c'est ça. Ouais, Et ouais. que tu pourras refaire, dans 15 ans après. Et ça me permet peut-être de faire, le lien avec, le mécanisme juridique, de la donation. Parce que, c'est vrai que sur le papier fiscal, c'est magique, mais quelles sont les conséquences, juridiques? Finalement, pas grand-chose, ça change pas grand-chose. Les parents, ils se réservent l'usufruit, Mmh. et en qualité d'usufruit, ils conservent la charge de tout, comme s'ils étaient pleins propriétaires. Donc ils conservent la charge de la taxe foncière, de l'assurance, de toutes les dépenses, d'entretien. Et puis la plupart du temps, on aménage aussi, l'acte de donation en disant que tous les travaux, si on parle d'une maison, quels qu'ils soient, que ce soit des grosses réparations comme dit le code civil ou des réparations d'entretien, c'est la charge, reste à la charge des parents. Les enfants, de leur côté, n'ont rien à payer, et n'ont rien à déclarer, dans leur fiche, d'imposition. Rien ne change donc pour les parents, alors sauf une limite à leur liberté, qui est créée donc par l'effet de la donation, c'est que si jamais ils veulent vendre, le bien, donc voilà, on parle de SCPI par exemple, le bien immobilier, il leur faudra l'accord, des enfants et il faudra qu'ils décident, ensemble du sort, du prix de vente. Qu'est-ce que va devenir le prix de vente? Est-ce qu'ils réinjectent ensemble dans un autre bien immobilier? Est-ce que, ils ne veulent plus de bien immobilier, par exemple, et ils veulent, placer et à ce moment-là, on peut leur conseiller, les parts de SCPI, par exemple, ou les contrats de capitalisation. Tu pourras peut-être en dire un mot, dans quelques instants. Il est aussi possible, le moment venu, que les enfants décident de, laisser l'intégralité du prix de vente, à leurs parents, s'ils en ont, par exemple, besoin pour financer, une maison de retraite. Dans ce cas-là, on rédige ce qu'on appelle une convention de quasi-usufruit qui ira dans ce sens-là et qui aura comme intérêt de ne pas faire perdre l'effet, positif fiscal de la donation. Lorsque les parents et les enfants décident de vendre, le bien, il faut en effet que tout le monde soit d'accord et détermine ensemble, le sort, du prix de vente. Donc est-ce que ce sera réinvesti dans un autre bien immobilier? Ou s'il n'y a pas de besoin de bien immobilier du côté des parents, ça peut très bien être réinvesti dans des produits financiers tels que des SCPI et des contrats de capitalisation. Ce serait intéressant que tu, nous parles en effet peut-être tout à l'heure, Clément, de ces 2 points-là. Il est Mmh. également possible, si les parents ont un besoin financier, que les enfants décident de laisser l'intégralité du prix de vente à la disposition des parents, par exemple pour, financer, la maison de retraite. On signe dans ce cas ce qu'on appelle une convention de quasi-usufruit qui va dans ce sens et qui a pour objet principal de ne pas faire perdre, l'effet fiscal positif de la donation. Donc finalement, pour résumer, la donation porte sur le bien, même si au moment du décès, ce bien n'existe plus. Au moment de la succession, on continuera à ne pas tenir compte du bien qui sera en remplacement du bien qui a été donné dans la succession. Donc la donation favorable, l'effet favorable fiscal de la donation perdure dans le temps. OK. Ouais, ouais, non, elle est très claire et et du coup, il faut quand même l'accord, des enfants pour vendre le bien, par exemple. Est-ce qu'il y a des cas où est-ce que c'est très marginal, des situations de blocage, en fait? Écoute, en 20 ans, ça m'est arrivé, 2 fois. Donc Mmh. pourquoi? Parce que, hem, si les enfants, au début font blocage, on leur explique tout simplement qu'ils vont récupérer une partie du prix de vente. Il y aura une répartition du prix de vente entre les parents et les enfants et l'enfant récalcitrant récupérera, Mmh. potentiellement sa part. Donc il y a même là des solutions, Mmh. pour, de déblocage, quoi. Mais c'est vrai qu'on a alors je sais pas si c'est
très franco-français, mais on imagine toujours le pire, tu sais? «Ah non, on fait ci, on fait ça, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer?» On se Non, fait non, beaucoup mais de nœuds à la tête, mais la donation, au moment où elle est faite, bah, les gens, la famille s'entend bien. Mais après, bah, c'est vrai que la situation familiale peut, se dégrader, mais les clauses, qu'on insère, nous les notaires, dans les donations, permettent justement d'anticiper, d'éventuelles mésententes ou d'éventuels, des blocages. Concernant la donation d'un point de vue vraiment, juridique, il y a ce qu'on appelle donation partage et donation simple. La donation partage, bah, c'est l'idéal. On a plusieurs enfants et on a plusieurs biens et on va donner, un bien immobilier, en nue propriété à chacun des enfants. Si, dans la mesure du possible de manière égalitaire ou si alors on peut compenser avec, d'autres biens ou des liquidités. L'intérêt de la donation partage, c'est vraiment de figer les valeurs des biens donnés au moment de la donation, c'est-à-dire qu'au moment de la succession, sur le plan juridique, hein, on n'est pas du tout sur des questions fiscales, mais juridiques, on n'en parle plus. En revanche, si on donne un bien à tel moment à un enfant et plus tard, quelques années après, un autre bien à un autre enfant, tout le monde ne participant pas dans un même acte, c'est ce qu'on appelle des donations simples, avec un effet un peu pervers, qui est pas très confortable, c'est qu'au moment de la succession des parents, on va demander à chacun des enfants de rapporter à la succession, mmh, non pas la valeur du bien donné, mais la valeur réévaluée ou ce qui en est la représentation. Donc, par exemple, si la donation a porté sur un bien qui valait 100 et que ce bien vaut au moment de la succession 200, l'enfant rapportera, il sera considéré comme avoir reçu 200. Et si l'autre, son bien n'a pas pris de valeur, il rapportera 100. Donc il y aura une inégalité qui se sera créée entre les enfants et qui devra être compensée au moment de la succession. Donc vraiment intérêt important de la donation partage. oui, parce qu'il faut respecter la réserve héréditaire, effectivement Mmh. et heu et du coup, j'imagine que tu fais quasi que des donations partage? Alors, pas forcément, bah, parce que parfois, dans le patrimoine, il n'y a pas, le nombre de biens, suffisant, par enfant, où il n'y a pas de quoi, compenser, allotir, chaque enfant. Si par exemple, il y a qu'un bien immobilier, bah, on donnera, un bien immobilier en indivision, aux 2 enfants et on aura, bah, l'intérêt fiscal tel que je l'ai expliqué, juste avant et les enfants, en revanche, seront en indivision sur le bien au moment, du décès des parents et devront décider ensemble de ce qu'ils feront du bien. Donc comme ils seront en indivision, ils devront nécessairement, s'entendre. Donc ça dépend du patrimoine en Oui, place ça dépend du patrimoine, oui. Puis dans après, cette ça dépend arcade. aussi de la volonté des parents, de l'entente Mmh, aussi. Parfois, on s'entend bien avec 2 de ses enfants sur 3, pas forcément avec tous. ouais. Non, mais c'est ce que je trouve génial dans ces métiers, c'est qu'en fait, tu as toujours des cas différents, tu apprends toujours et je pense que tu aurais tellement d'anecdotes à à raconter sur des situations. Enfin, même moi, tu vois, ça fait 1 an que je fais ça et au travers de mes clients, j'ai déjà, bah, ouais, toujours des problématiques différentes et c'est hyper intéressant et Bah, du coup l'objet aussi mmh, de podcasts comme on fait là, c'est de présenter, bah, des outils types. Mais évidemment qu'il faut que le conseil soit, personnalisé, approprié, ouais, parce que ce que je dis là maintenant pourrait éventuellement, ne pas aller, dans une autre, situation. Il y a aujourd'hui maintenant, bah, la problématique des familles, recomposées aussi, donc qui peut se traiter, hein, par la voie de donation. Mais voilà, c'est vrai tous les dossiers sont vraiment, différents. mmh, mais c'est vrai que enfin, je fais le parallèle avec, avec le côté financier, mais tu as brièvement évoqué l'assurance vie. Donc l'assurance vie, c'est hors, succession. Finalement, c'est aussi un outil très puissant pour transmettre
jusqu'à 152 000 € d'abattement par enfant, par parent et en fait, effectivement, tu disais l'importance, du conseil de parce que chaque cas est particulier. En fait, c'est juste, une enveloppe fiscale, l'assurance vie, c'est ce que je dis toujours, autour de moi et à mes clients, mais ce qui est aussi important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et outre l'aspect, avantage, successoral, c'est un vrai outil aussi de performance financière Ouais. et c'est vrai que je me permets de le redire, dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup de clients qui, en fait, où leur placement, les supports sont pas forcément adaptés à leur objectif, à leur horizon de placement. Souvent, ils Ouais. ne savent même pas sur quoi ils investissent. Donc je trouve vraiment que c'est un vrai problème et ils ne savent même pas la performance de leur contrat, par exemple et Avec et tes voilà. clients, tu fais le point, combien de enfin, tous les combien pour justement que le conseil soit le plus approprié? Hem, coup, moi, tous mes clients sur de l'assurance vie sont en gestion libre parce que on détermine l'allocation ensemble, l'allocation d'actifs et je fais le pilotage pour eux. Alors bon, j'ai 10 ans d'expérience dans la finance, donc ça me permet de et j'ai fait de la gestion de portefeuille, donc c'est une vraie valeur ajoutée que j'ai pour eux, et en fait, ce que je fais donc c'est de l'allocation long terme, tu vois? On détermine, leur profil de risque parce que voilà, chaque cas est différent donc et c'est vraiment des derrière des solutions sur mesure et en fait, tu vois? Trimestriellement, par exemple, je fais un point sur, tous les portefeuilles que j'ai en gestion et est-ce que l'allocation est encore en phase avec ce qu'on s'est dit? Et si c'est pas le cas, on se contacte et puis, en fait, c'est des vases communicants, tu vois? Et on peut réallouer si besoin. Après, s'il y a pas de gros mouvements de marché, il y a pas forcément lieu de réallouer, mais voilà, il y a un vrai accompagnement et c'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'est le conseil est tout aussi important, quoi. En tant que notaire, concernant, l'assurance, vie, on conseille, également, sur la rédaction des clauses bénéficiaires. Ça, c'est un Mmh. point qui est, très important et qui souvent est négligé. Vraiment à tort. On retrouve trop souvent, bah, la clause type, mon conjoint, à défaut, mes enfants. Alors qu'en la Mmh. matière, il y a une possibilité, d'optimisation, j'allais dire presque, infinie. Bah, oui, oui. Parce que, bah, Mmh. parfois le conjoint n'aura pas nécessairement besoin des capitaux. Donc pourquoi pas, mettre directement les enfants? Pourquoi pas mettre directement, les petits-enfants? Les mettre aussi dans des proportions différentes, les enfants, si on veut créer une inégalité, il y a aussi, le fait de démembrer la clause bénéficiaire. Donc là, ça rejoint la notion de nue propriété d'usufruit dont je parlais Mmh. il y a quelques instants, mais ça s'applique aussi à l'assurance vie. En fait, le souscripteur va désigner, son conjoint en qualité d'usufruitier, et ses enfants en qualité de nus propriétaires, et on va aménager, la clause de telle sorte qu'en qualité d'usufruitier, le conjoint, il ait tous les pouvoirs, bah, de perception évidemment des intérêts et puis de gestion. En fait, il va se comporter un peu comme un propriétaire, à part entière, et l'intérêt, c'est que au décès du conjoint, donc du second, on aura totalement défiscalisé, les sommes. Donc il y a une optimisation fiscale au décès du souscripteur, donc du premier décès, mais également au second décès. Alors, les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie doivent être, travaillées, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est complexe, et elles peuvent être faites directement avec la compagnie, d'assurance. Ne pas hésiter à leur poser la question s'ils savent faire, ou pas, ou évidemment, par testament, Mmh. chez nous, chez un notaire. Et c'est vrai que c'est hyper pertinent, tu vois? Par exemple, sur des gros montants où tu es au-delà des abattements, de succession, quoi. Et et c'est vrai que c'est aussi là, je trouve, où on a de la valeur ajoutée, c'est et attention et moi j'ai déjà eu, hein, le cas sur des clients, ils n'avaient même pas connaissance de qu'ils pouvaient démembrer une clause bénéficiaire et du coup, je leur glisse: «Bah, en fait, vu votre situation,
vu les montants et cetera, ça peut être hyper, hyper pertinent et non, non, c'est intéressant et du coup, est-ce que ça peut s'appliquer aux comptes titres, contrats de capitalisation pour les chefs d'entreprise? Je sais que oui. Est-ce que pour les comptes titres, tu peux le faire aussi? Non, ça prend forcément la forme à ce moment-là d'un contrat de capitalisation. D'accord. Tu fais porter, la donation sur un contrat de capitalisation parce que ça constitue une enveloppe juridique, ce que ne constitue pas le compte, titre, à part entière. Les Ouais. parents, donnent la nue propriété du contrat de capitalisation. Ils se réservent, l'usufruit. On aménage l'acte de donation pour leur donner absolument tous les pouvoirs. Sur le compte, évidemment, tous les fruits, hein, les intérêts, du contrat et au moment du décès des parents, on efface le contrat de capitalisation de leur patrimoine, donc ça passe hors succession. Donc ça, ouais, très adapté pour les chefs d'entreprise qui peuvent l'utiliser et par contre, effectivement, le compte titre, moi, j'avais un doute là-dessus parce qu'on c'est enfin, c'est pas très clair dans la documentation, je trouve, mais du coup, ça veut dire qu'au moment de la succession, il est clôturé et fiscalisé? Alors non, le contrat de capitalisation, c'est l'autre intérêt, tu as raison, d'aborder le sujet, c'est qu'il n'est pas, clôturé. Ouais. L'assurance Dans le compte titre, je disais, clôturé, mais le contrat de capitalisation passe aux héritiers. C'est-à-dire que l'enveloppe financière va pouvoir continuer à être gérée par les enfants. Et alors, ce qu'on conseille, en réalité, c'est, non pas de donner un contrat de capitalisation à plusieurs enfants, mais c'est d'ouvrir à ce moment-là un contrat de capitalisation par enfant. Ainsi, au moment du décès des parents, chacun des enfants devient titulaire de son propre contrat de capitalisation et lui-même d'ailleurs pourra continuer la transmission au profit de ses propres enfants. c'est super, hein, ce côté, je trouve, de tu sais, la capitalisation qui perdure et en fait, Exactement. plus plus, plus tu le fais sur la durée et plus la capitalisation elle est efficace sur les remplacements, mais Et la théoriquement, c'est donation fonctionne bien. également très bien sur les parts de SCPI. Oui. Oui, oui, tu peux acheter des parts, démembrées effectivement. Alors oui, ça échappe à l'IFI puisque, dans les règles de On l'IFI, tape c'est l'usufruitier qui, est taxé. mmh, Donc oui, 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 ça oui, oui. Je pense qu'il y a des compagnies d'assurance qui le proposent, mais voilà, la nue propriété de part de SCPI, la nue propriété de biens immobiliers aussi direct, mais c'est vrai que c'est, peut-être un peu moins, fréquent. non, mais c'est intéressant et ouais. C'est vrai que je m'interrogeais pour le compte titre parce que j'avais eu un client, qui me pose la question. Alors je sais pas si je le laisserai sur le podcast, mais en fait, ouais, ton compte titre, tu peux pas oui, parce que c'est pas une enveloppe, hem, fiscale qui te permet de faire le démembrement et en fait, il faudrait passer par une, type SCI ou holding pour faire un contrat de capi et à ce moment-là, tu pourrais faire le démembrement, Ah oui, ça sans problème, si tu passes par le biais d'une société, oui, oui, sans aucune ouais. difficulté. Oui, 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 parce qu'à ce moment-là, tu donnes les parts d'une société qui détient elle-même, le compte titre. Pourquoi? La SCI, les avantages, Mmh, les inconvénients, mmh, peut-être? ouais. Hem, alors, au moment d'un achat, se poser la question, de le faire par le biais d'une SCI est, opportune. Il vaut mieux, créer la société au moment de l'achat, plutôt qu'acheter en direct et ensuite apporter le bien à la société. Dans cette seconde hypothèse, c'est tout à fait possible, mais c'est plus coûteux. Et puis voilà, il y a certaines conséquences, juridiques aussi. Là, c'est la constitution, simple d'une société et ce qui va vraiment compter, ça va être la rédaction, des statuts et donc ça, la rédaction des statuts, c'est vraiment du sur mesure en fonction de l'entente familiale et de ce que les parents, veulent. Mais l'idée principale, c'est que si les parents sont dans une optique de transmission des biens, la société de type SCI a vraiment un intérêt, puisque on va laisser tous les pouvoirs
aux parents. Ils vont pouvoir garder la gestion, de la société et donc du bien immobilier, alors même que une fois que des donations seront faites, ils ne seront titulaires peut-être que d'une part de la société. Comment, le fait-on? Mmh. Les parents sont gérants, toute leur vie. Ils peuvent être tous les 2 co-gérants. Moi, c'est ce que je conseille, en général. On travaille des clauses d'agrément. Donc on dit que le jour où les enfants font partie de la société, les enfants ne pourront pas eux-mêmes transmettre leur part sociale, à des tierces personnes, ou à leurs propres enfants sans l'accord des parents. Donc ça veut dire que les parents vont conserver vraiment un droit de regard, sur toute autre personne qui serait susceptible de rentrer dans la société. Je parlais des petits-enfants, je parle aussi du conjoint. Qu'un enfant ne puisse pas, de lui-même, transmettre les biens par, voie de donation ou, succession, à un conjoint marié ou pacsé. La société achète le bien immobilier, la société s'endette, c'est elle qui supporte, le crédit et puis donc dans la foulée, on peut faire la donation alors de tout ou partie, de la société. Ce qui est important, c'est que les parents gardent au moins une part, en pleine propriété, compte tenu de la jurisprudence, récente. Ils vont donner en nue propriété, ils vont se réserver l'usufruit des parts, donc avec exactement les mêmes calculs de décote, dont on parlait, tout à l'heure, hein, Mmh. Clément, selon la valeur, selon l'âge, des parents. Dans les statuts, on aura indiqué que le droit de vote, appartient exclusivement à l'usufruitier. Si bien que, en étant gérant et en ayant le droit de vote aux assemblées, générales, les parents, même en étant titulaires que d'une part en pleine propriété, gardent le pouvoir décisionnel, donc de louer, d'occuper, de vendre également, le bien immobilier. Ouais. Voilà. Hem, Ça coûte moins cher aussi parce que si la société a un crédit, et qu'on donne on donne la société elle-même, on donne pas le bien immobilier directement, nécessairement l'assiette taxable sera, moindre. Exemple, le bien immobilier vaut 600, le crédit est de 400, on va donner en net, si on donne la société, sur la base de 200 000. Donc on va calculer l'impôt sur les donations sur 200. Alors que si les parents achètent le bien immobilier qui vaut 600, même s'ils empruntent, ils vont ensuite faire la donation, mais sur une base de 600 000 €. Donc on aura l'effet de levier de l'emprunt qui est très important. La deuxième chose, c'est que si on donne des parts de société, on peut en plus les décoter de l'ordre peut-être de 10, 15. C'est totalement, toléré par, l'administration, la fiscale. OK. Voilà. Autre intérêt, de la SCI, c'est que si on a plusieurs enfants, on peut faire une vraie donation partage. C'est-à-dire que tout à l'heure, Ouais. je disais que s'il y avait plusieurs enfants et un seul bien immobilier, nécessairement les enfants allaient entrer en indivision au décès des parents. Avec la société, on évite l'indivision. Donc chacun est titulaire de parts, mais ils ne sont pas en indivision sur chacune, des parts et donc comme on fera dans ce cas-là une donation partage, les valeurs des biens donnés seront totalement figées au moment, de la donation et il n'y aura aucune réévaluation possible au moment d'une succession. Super, hein, enfin, c'est bien, super bien expliqué. Après, comme tous les outils, la société a des inconvénients. Il y a le coût, de constitution, hem,
il est relativement, modique, hein, si ça se fait avant l'achat. Il est plus important si on a déjà le bien et qu'on souhaite l'apporter, en effet à la société. Deuxième inconvénient, bah, la société, faut la faire vivre, donc il faut impérativement une assemblée, générale, par an, sinon on pourrait dire que la société est fictive. Donc voilà, après dans le cadre d'une SCI, la tenue des assemblées générales est très, facile, à faire, et très souple. Ça peut se faire en visio, ça peut se faire par procuration, ça peut être une assemblée générale tournante, voilà. Si la société est à l'IS, il faut aussi un expert comptable. Si la société est à l'impôt Mmh. sur le revenu, heu, pas nécessairement, hein, c'est une comptabilité, comme on dit, ménagère où c'est beaucoup plus, beaucoup. Mmh. Mais du coup, ouais, effectivement, tu disais, c'est vraiment, la rédaction des statuts qui est hyper importante parce que ça détermine un peu les les règles du jeu et ça fige bien les choses et en fait, je pense qu'on voit beaucoup de création de SCI en ligne ou ce genre de choses et peut-être point de vigilance de se dire: Oui. «Attention, voilà». Alors nous, quand on est consulté par des clients qui ont déjà une SCI, hem, que qu'un notaire ou un avocat n'a pas faite, hein, ou un expert comptable, la première chose que je regarde, c'est la rédaction des statuts. Parce qu'avant de donner, si les statuts ne sont pas adaptés, bah, il faudra les modifier. Ça, bah, voilà, tous les professionnels que je viens de citer un peu peuvent le faire. Ça prend la forme d'une assemblée générale extraordinaire. On modifie, bah, les clauses adéquates, hem, avant de passer à la donation. Donc rien n'est irréversible. On a des solutions pour tout. Mmh. Ouais, c'est vraiment top et je sais que tu peux faire des SCPI, via des SCI à l'IS et en fait, j'avais, par exemple, des personnes morales qui s'intéressaient à ce genre de structuration, donc des investissements via des sociétés et hem et en fait, ça peut même se faire financer des organismes qui financent, des SCI, vraiment à l'IS, pour ce genre d'investissement et petite parenthèse sur les SCPI, mais parce que tout le monde ne les connaît peut-être pas encore. Moi, je dis toujours que c'est le meilleur de l'immobilier sans les contraintes, Ouais. mais en fait, c'est de l'immobilier, géré par une société de gestion, qui est agréée par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers et qui se doit d'être, en totale transparence par rapport aux associés et en fait, vous devenez associé, vous achetez des parts de SCPI, et la société de gestion les investit dans de l'immobilier, commercial, donc des commerces, des bureaux, des entrepôts logistiques et cetera et en fait, déjà d'une, c'est souvent plus performant, le rendement de TRI sur la durée et en fait, vous avez zéro souci de gestion. Donc c'est vraiment aussi une tranquillité d'esprit et il y a aussi le côté, fiscalité où aujourd'hui les SCPI, elles investissent en plus en Europe, où il y a pas de prélèvements sociaux par exemple, dans les pays étrangers. Donc c'est aussi source d'avantages, fiscal, non négligeables dans un contexte où, bah, la CSG va augmenter, très probablement. Raison, je pense, de reprendre en effet ce point-là, parce que, bah, depuis quelque temps, les SCPI ont mauvaise, presse. Certaines, oui, oui, Ouais, ouais, c'est vrai que clairement. les SCPI, européennes, bah, sont de très bons, placements. C'est vrai qu'il y a une confiance importante des Français dans l'immobilier et peut-être, à tort, puisque, bah, l'immobilier est de plus en plus, taxé quand même. Le risque, locatif, a augmenté avec la précarité aussi, de certaines personnes et puis on voit aussi que les relations, entre les propriétaires et puis les locataires, se tendent. Donc c'est vrai qu'acheter un bien immobilier
pour le louer, c'est une décision maintenant qui doit être mûrement réfléchie et qui est parfois, lourde de conséquences, contrairement en effet à l'investissement dans des SCPI où, bah, finalement, à part voir, son conseiller, financier préféré, régulièrement, il y a pas beaucoup de contraintes. Ouais, puis c'est vraiment transparent, je trouve. Enfin, il y a les rapports annuels, les bulletins trimestriels, vous avez le suivi, Mmh, mais c'est vrai c'est encore une fois hyper important d'être bien accompagné parce qu'il y a plus de 200 lits sur le marché et en fait, c'est comme l'immobilier, vous avez du très bon comme du très pas bon et en fait, dans ces 200, il y en a une douzaine, une quinzaine qui vraiment sortent du lot. Ça tombe bien, je les connais, parce que j'étais gérant de fonds, sur de la SCPI donc moi, tu vois, je soulève le capot, je regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et tout le monde ne le fait pas donc attention encore une fois, heu, voilà, c'est aussi là où on rejoint le côté conseil mais posez-vous, les questions avant effectivement, mais c'est des super outils. Je trouve vraiment qu'il y a personnellement, qu'il y a pas de meilleur, placement pour préparer sa retraite, tu vois? mmh, Pour avoir des compléments de revenus futurs, mmh, bah, ouais, je trouve vraiment qu'il y a pas mieux. ouais. Mais bon, encore une D'accord fois, avec toi faut et se faire puis accompagner. je vais aussi ajouter le fait que, dans la mesure du possible, le patrimoine, bah, soit, diversifié. Mmh. Qu'on n'ait pas Ouais. que de l'immobilier, comme je disais, qui est Ouais, dur bien à sûr. gérer, qu'on n'ait pas non plus, forcément 100 financier, mais voilà que il y ait, plusieurs, types, de produits dans son patrimoine pour équilibrer, choses. C'est vraiment la règle d'or en Mmh. finance, hein, la diversification et ça, tu as bien raison de le rappeler. Je pense qu'on arrive au bout. Est-ce que tu veux conclure, dire quelque chose? Enfin, je pense qu'on l'a compris, mais voilà, se faire bien accompagner, c'est important. En fait, c'est des décisions qui concernent finalement, bah, tout le monde, ces sujets de donation, de transmission future et cetera et je trouve que, on a quand même la chance d'avoir accès à plein de solutions pour plein de problématiques, différentes. Donc anticipez, renseignez-vous bien et puis, voilà, on est sur Ligny, donc on travaille localement, mais pas que, avec des antennes, sur Paris. Vraiment, je pense, tous les 2 dans cette logique de proximité aussi, enfin pour aider, pour accompagner. Je trouve ça chouette donc donc n'hésitez pas et Virginie, tu veux peut-être dire, un mot de fin? Non, je pense que pour être bien accompagné, il faut vraiment qu'il y ait, un lien de confiance qui s'établisse, hein, entre, bah, le conseiller, quel qu'il soit, le client. Je pense que, dans tout ça, le côté, humain, bah, est essentiel, reste, essentiel. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se sente à l'aise et lorsque, bah, les différents professionnels qui gravitent autour du client, quel qu'il soit, sont eux-mêmes en contact, je trouve que c'est important. Ça gagne du temps pour tout le monde et le conseil, il est, souvent, beaucoup plus, performant, beaucoup plus, puissant, quand le lien se fait entre les différents, conseillers, du client. Et sinon, bah, Clément, je te remercie beaucoup pour Merci à toi, hein, d'être venu. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.